Donc, en fait, on se voit autour de ce livre magnifique, Les chants de l'asphodèle, avec ce titre très joli. Donc, un photographe, une directrice artistique. Mathias Benguigui, d'abord, vous êtes donc un jeune photographe né en 91 à Avignon. Vous forgez votre culture photographique au sein du journal Libération en tant qu'éditeur photo. Donc ça crée quand même votre univers visuel, j'imagine. Vous êtes attiré par la narration visuelle du réel, je vous cite. Vous produisez en parallèle des projets documentaires personnels au long cours. Et votre dernier projet, donc Les chants de l'asphodèle, a été réalisé à quatre mains avec l'auteur Agathe Kalfas. Donc Agathe, vous êtes directrice artistique et consultante indépendante en photographie à travers votre bureau de production Ake Whispers. Vous travaillez au service des photographes et auteurs pour le développement et la diffusion de leurs projets. Donc de 2016 à 2020, vous réalisez avec Mathias ce projet documentaire et poétique sur l'histoire des migrations à Lesbos en Grèce, qui a été présenté à la Fondation Manuel Rivera Ortiz dans le cadre des rencontres de la photographie d'Arles cet été. Alors ma première question, évidemment, j'aurais pu la poser d'ailleurs à Elsa et Johanna. Vous êtes en binôme sur ce projet. Pourquoi? Pour quelles raisons? Comment ça se passe? Je pense qu'au tout début, c'est comme une petite étincelle, c'est un concours de circonstances qui fait qu'on se rencontre à un moment donné. C'est le premier projet qu'on mène ensemble, bien sûr. Donc, en fait, je suis parti une première fois à Lesbos, travailler tout seul. Je sortais d'une école de photojournalisme, donc avec des codes précis de narration. Et je suis allé à Lesbos dans l'envie de vouloir raconter un peu plus de profondeur. Et je suis parti en commande pour les magazines avec une journaliste. Et au bout de 3 semaines, je suis revenu très très frustré de ce que j'avais ramené. Sachant que j'étais iconographe, comme tu l'as dit juste avant, et que j'avais déjà reçu beaucoup de projets de Lesbos, en l'occurrence. Et voilà, je me suis retrouvé à faire la même chose. Donc j'ai failli abandonner ce projet. Et en fait, c'était même pas encore le projet, c'était juste une volonté. Et quelques mois après, je rencontre Agathe et on discute de ce projet. Et elle m'amène son histoire personnelle de son grand-père que tu peux raconter. Oui, moi je suis aussi d'origine grecque par mon père. Mathias, quand il m'a commencé à me parler de Lesbos, qui était un territoire que je connaissais assez peu sur la Grèce, il m'a parlé d'une vague de réfugiés qui a eu lieu dans les années 20 sur l'île. Et ça a fait écho à ma propre histoire parce que mon grand-père a fait partie en fait de cette vague de réfugiés qui sont des Grecs qui étaient installés depuis la haute antiquité en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie. Et au moment de la chute de l'Empire ottoman et de la création de l'État turc, il y a eu ce qu'on entend beaucoup parler en France, le génocide arménien, mais il y a eu aussi un gigantesque échange de population entre la Turquie et la Grèce. Et quasiment 500 000 personnes, 500 000 Grecs ont été déportés de l'Asie mineure vers la Grèce continentale. Et beaucoup sont arrivés à Lesbos, qui est située à seulement 12 km de la Turquie. Et en continuant à creuser l'histoire, on s'est rendu compte que 60% de la population de cette île sont en fait des descendants de réfugiés grecs. Ce qui peut en grande partie expliquer l'immense élan de solidarité qu'il y a eu en 2015 au plus fort de la vague migratoire sur l'île. Et de là, on a commencé à travailler ensemble avec Mathias sur non pas seulement ce qui se passait en termes d'actualité, mais de creuser plus loin l'histoire de la migration sur l'île. Alors justement, comment vous avez procédé? Comment vous avez été dans l'histoire? Comment vous avez réussi à le transcrire dans le livre, justement? On l'a fait par beaucoup de procédés différents. Je vais peut-être en citer quelques-uns et Mathias complétera. Nous avons déjà passé beaucoup de temps à rencontrer des gens sur place parce que le travail est essentiellement à une nature
une approche documentaire, mais très vite, nous avons voulu nous éloigner de l'iconographie de ce qui a été énormément vu et fait à Lesbos. Lesbos, dans l'imaginaire collectif, se résume beaucoup à une plage avec des bateaux qui arrivent, ou bien au camp de Moria. Or, la migration concerne à peu près 10% du territoire seulement. Et donc, du coup, déjà, on a commencé à s'intéresser à l'intégralité de l'île, que vous pouvez voir sur la couverture, et qui est une immense île. Et puis, peut-être tu veux compléter, Mathias, avec d'autres aspects. Oui, en fait, au moment où on a commencé à réfléchir, comme tu le disais, l'iconographie qui a déjà été ramenée de cette île et comment nous, on se positionnait vis-à-vis de ça, ce qui était déjà important, on a commencé à comprendre que la poésie que détenait dans son histoire contemporaine la Grèce et la mythologie, bien sûr, qu'on ne peut pas échapper sur des territoires comme ça, ont été comme des outils pour nous de plonger dans l'histoire et dans le passé de cette île et de ses mouvements de population, parce que c'est là-dessus qu'on a commencé à partir des réfugiés d'aujourd'hui, des réfugiés d'il y a un siècle, les descendants de réfugiés grecs, et en partant sur 5000 ans d'histoire ininterrompue de mouvements de population. Et comment on est allé aussi loin, d'une certaine manière, c'est grâce à la curation de textes réels de Agathe, des poètes grecs du siècle dernier. Donc attends, pardon, je te coupe juste, mais justement les textes et des poèmes, donc on voit d'ailleurs en grec, et que vous avez retraduit en français. Et quoi d'autre ? Et les textes d'Agathe, qui sont une production personnelle, je me permets de parler de tes textes, mais au même niveau que les images, c'est-à-dire subjectives, avec un apport entre le réel et le fictionnel, où on crée en fait un rassemblement des différentes réalités qui cohabitent sur cette île. Et en fait, on a été frappé par ça, comme le disait Agathe, et donc on a voulu le récolter et partir dans une complexité, raconter la complexité. Au départ, dans le photojournalisme, on ne nous demande pas forcément ça, d'aller dans la complexité, on nous demande de raconter une histoire, qu'elle soit lisible d'une certaine manière. Donc voilà, on s'est confronté aussi à des problématiques et qu'on a résolues, je pense, par toute cette profondeur de la recherche documentaire qu'on a fait sur place, quoi. Vous avez travaillé avec donc Fabienne Pavia des éditions Bec en l'air sur la maquette. Alors c'est vrai que c'est dur en PDF de voir un peu la composition. Vous avez, elle est assez, je dirais pas complexe, mais riche. Est-ce que vous pouvez un peu nous, voilà, il y a plusieurs couches, en fait, layers, j'ai envie de dire, de papier, différents formats. Comment vous l'avez pensé en fait ce projet justement et ce récit, hein. Donc en effet, on avait toutes ces couches que nous avons voulu assembler. Et donc, on a voulu séparer déjà l'aspect purement documentaire en mettant à la fin toutes les légendes des images. Ce qui était important pour nous dans un premier temps, c'est que le lecteur puisse plonger vraiment dans son propre imaginaire. C'est-à-dire qu'on passe les images. Les images sont un peu trompeuses. Beaucoup d'images donnent une sensation de calme, de douceur, d'attente, mais cachent souvent une réalité beaucoup plus dure. Et c'est ce que vous pouvez découvrir dans une deuxième lecture en vous attachant derrière aux légendes. Et puis ensuite, il y avait ces portraits que nous voulions détacher du reste. Ces portraits, ce sont soit des portraits de Grecs, qui sont des descendants de réfugiés grecs des années 20, ou bien ce sont des réfugiés d'aujourd'hui. Volontairement, vous ne faites pas le distinguo. On ne peut pas deviner au premier abord. Alors, évidemment, si vous voyez quelqu'un qui a la peau noire, vous pouvez vous imaginer que ce n'est peut-être pas un grec, mais beaucoup d'images, on ne se doute pas que ce soit un afghan, un grec, enfin, les faciès sont très proches. Donc, on a voulu leur donner... on les a mis sur un papier beaucoup plus fin, quelque chose de plus aérien, où c'était comme une respiration qui venait ponctuer le récit. Et entre ces portraits, vous avez la poésie. Ce sont des poèmes des années 30, des poèmes de poètes grecs qui ont parlé plus particulièrement de notions d'exil ou d'insularité, et qui venaient un peu en creux des images et apporter une autre compréhension.
Et puis au milieu des images, des séquences d'images, il y a ces textes qui sont du coup des textes assez courts, plutôt donc basés sur des faits réels, mais plutôt romancés, qui utilisent le même langage que Mathias, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur la mythologie, sur la poésie et sur les strates de l'histoire, de ce qu'a vécu l'île. Voilà, peut-être. Et justement, tu parlais de l'index, enfin, que j'appelle l'index, mais je ne sais pas comment vous l'appelez, à la fin. À quoi il se réfère, en fait? En fait, c'est tout le principe de réflexion du livre, mais aussi, alors, pour nous, les Chants de l'Asphodèle, c'est un projet. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de le diffuser. Il y a le livre, il y a les expositions, il y a un talk comme celui-ci. Pour nous, c'est une manière de diffuser le projet. En fait, on a voulu vraiment, comme le disait Agathe, replacer le spectateur au milieu de cette histoire, c'est-à-dire se réapproprier l'image de cette île. Et on ne pouvait pas lui donner les informations en même temps qu'il se réappropriait des images de cette île. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a décidé de faire autant dans l'exposition que dans le livre. C'est qu'il y a une navigation du spectateur dans des pages, entre des textes et des images, mais sans d'informations réelles, donnant des informations factuelles. Et donc, il se refait une image de cette île, il complète son propre imaginaire, ou l'imaginaire collectif qu'on partage tous, pour arriver à la fin sur un texte qui fait la liaison entre ce côté libre du début du livre et de l'exposition et le côté très documenté de la fin du livre, où on arrive directement avec le texte donc, de Postface de Lionel Charrier et direct sur une carte qui reprend, juste avant, voilà, qui reprend page par page où sont les photos sur l'île. C'est très simple, mais ça permet déjà de se reprojeter sur autre chose après la lecture des images. Et après, on enchaîne sur les légendes. C'est-à-dire qu'il y a des images qui ont vraiment un double sens, un peu moins celle-là, bien sûr, mais dans le sens où on a un monsieur au milieu d'une brume, on pourrait dire matinale. En fait, c'est au milieu des gaz lacrymogènes, alors que les populations locales s'affrontent contre la police envoyée d'Athènes pour construire un nouveau camp pour les réfugiés. Donc bien sûr, la valeur documentaire qui est contenue derrière ce message, elle est factuelle, mais c'est un homme au milieu d'un nuage. Et en fait, c'est là-dessus qu'on a voulu jouer. Pour conclure un tout petit peu là-dessus avant de te donner... Mais c'est qu'en fait, on commence, en tout cas, on est dans cette recherche, une déconstruction du regard sur la migration. Et à travers des textes, donc les mots, et à travers les images de qu'est-ce qu'on doit voir pour comprendre. C'est un peu ça la question. Oui, s'il y a une chose qu'on souhaiterait que les lecteurs retiennent de ce projet, c'est que les mouvements de population sont inhérents à l'humanité. Et alors certes, c'est un travail sur Lesbos, mais plus généralement, ce qu'on a voulu travailler, c'est ce rapport en fait au mouvement de population, qui nous semble quelque chose de naturel en fait dans notre histoire humaine, et on espère que on en ait moins peur aujourd'hui. Voilà. Belle conclusion. Alors, le livre est presque épuisé, donc si ça vous intéresse, il faut se dépêcher d'aller sur le stand du Bec en l'air. Vous allez signer demain à 17h. Demain à 17h. Est-ce que dans le public, vous avez une question ? C'est un peu le jeu aussi, si jamais ça vous... Non, sur le livre, le projet. Moi, j'en ai une dernière, en tout cas, le titre. Donc, on en parlait, les Chants de l'Asphodèle. Alors, c'est une référence à un élément de la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, il y a 3 strates pour les enfers. Il y a les Champs-Élysées, qui sont pour les âmes vertueuses, les héros. Il y a le Tartare, qui sont pour les âmes impies. Et il y a le chant de l'Asphodèle, qui est pour les âmes qui n'ont commis ni crime, ni action vertueuse, et qui sont dans une attente sans objet et perpétuelle. Et donc pour nous, c'est un petit jeu de mots, parce que du coup, nous sommes les chants, c'est H-A-N-T, dans le sens où il y a beaucoup de voix qui se répondent, sont toutes les voix du passé, de toutes ces voix migratoires qui se superposent strate après strate, et puis faire référence à cette notion d'attente, parce que c'est comme une chape de plomb qui est posée sur cette île, aussi bien pour les réfugiés, mais aussi pour les habitants qui vivent une situation très difficile. Et nous voulions faire honneur à toutes ces personnes qui essayent de se battre pour la dignité de leur île aujourd'hui. Bravo, bravo pour ce travail. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci à vous.
on a une autre session à 15h. Il y a